Bonsoir et bienvenue dans le débat de France 24 consacré ce soir à la Turquie, un pays qui a retrouvé un vieil allié aujourd'hui alors même qu'il s'en prend à ses diverses ennemis à l'intérieur du pays. Les purges ont continué après le coup d'État raté du mois de juillet. Près de 3000 juges ont été limogés, portant le chiffre de ceux écartés de leurs fonctions depuis le 15 juillet à 80 000. Joe Biden, en visite à Ankara, a apporté son soutien au gouvernement turc, non seulement face aux putschistes, mais aussi face aux Kurdes syriens. Ce matin, la Turquie a lancé sa première offensive terrestre en Syrie contre la ville de Jarablus. Selon certains médias turcs qui s'expriment ce soir, la ville aurait été reprise par les forces rebelles syriennes soutenues donc par Ankara. La cible d'Ankara, non seulement l'organisation de l'État islamique qui tenait cette ville, mais aussi les Kurdes qui les combattent. Les explications de Valériane Gauthier. Les premiers chars turcs entrent en territoire syrien. Leur destination, Jarablus, située à quelques kilomètres de la frontière. Tenue par l'organisation de l'État islamique depuis 2013, cette ville constitue un point de passage stratégique pour s'approvisionner en armes et faire entrer et sortir ses combattants de Syrie. L'opération baptisée Bouclier de l'Euphrate a commencé mercredi matin par des frappes aériennes. Soutenue par la coalition internationale, elle est la plus importante lancée par la Turquie depuis le début du conflit syrien. L'objectif est de faire cesser les violences qui éclatent fréquemment à la frontière. Nos forces ont lancé une opération contre les terroristes du groupe État islamique et le PYD. Le PYD, ou parti de l'Union démocratique, un parti politique kurde syrien proche du PKK turc. Ankara cherche à empêcher toute tentative des Kurdes de Syrie de créer une unité territoriale autonome le long de sa frontière, d'autant que les forces kurdes ont progressé ces derniers jours vers le nord. Le plus important, c'est notre sécurité, c'est la stabilité de la région. C'est pourquoi nous devons la nettoyer des organisations terroristes. Cette offensive turque est également une riposte après l'attentat suicide de Gaziantep. Samedi dernier, un kamikaze avait tué 54 personnes lors d'un mariage. Une attaque qui portait, selon Ankara, la marque du groupe État islamique. On en parle ce soir avec mes invités. Selçuk Demir, tout d'abord avocat et secrétaire de l'Alliance des juristes franco-turcs. Bonsoir. Également duplex d'Istanbul, Nedim Gürsel, écrivain et directeur de recherche au CNRS. En plateau, avec moi également Didier Billon, qui est directeur adjoint de l'IRIS et directeur de l'Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique. Bonsoir. Et David Rigoulet-Rose, qui est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur aussi en chef de la revue Orient Stratégique. Bonsoir. Tout d'abord, je me tourne vers vous, David Rigoulet-Rose. Cette offensive contre Jarablus, on l'apprend à l'instant selon des médias turcs, cette ville qui aurait été reprise assez rapidement puisque l'offensive a été lancée à l'aube. Les Turcs ont été très clairs. Elles visent non seulement l'organisation de l'État islamique, mais bien entendu aussi les Kurdes syriens qui commençaient sérieusement à inquiéter Ankara. Oui, c'est même probablement la raison principale, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de course contre la montre. Les Kurdes, manifestement, étendaient leur emprise à partir de la prise de Manbij. Et donc, il y avait, en fait, quand on regarde la carte entre Kobané et puis Afrin, de l'autre côté, il y a un chaînon manquant. C'est Jarablus. Et ce chaînon manquant, effectivement, est détenu par l'État islamique. Et donc, ça permet à Ankara de se présenter comme un acteur très, très opérationnel, finalement, de la lutte contre l'État islamique, même si ce sont des calculs emboîtés. Hein. Il y a des conflits emboîtés et des intérêts emboîtés. Derrière, évidemment, cette intervention, c'est d'abord aussi empêcher le PYD de mettre la main sur Jarablus parce que ça assurait la continuité de toute cette frange frontalière qui est le cauchemar. Et on le voit justement cette carte en vous écoutant. Didier Billon, donc une importance stratégique par rapport aux Kurdes aussi. Et aujourd'hui, ce soutien très important pour Ankara de la part de Joe Biden qui est en visite dans la capitale turque, qui a dit très clairement, alors que les Kurdes syriens sont les alliés des États-Unis, les Kurdes syriens ne doivent pas passer à l'ouest de l'Euphrate. C'est un soutien essentiel pour Ankara. Oui, c'est essentiel, mais ce n'est pas non plus totalement une surprise. Nous savons que depuis quelques mois,
des tensions réelles existent entre Ankara et Washington. Néanmoins, Ankara reste un allié des États-Unis, un allié parfois turbulent, un allié indocile. Ceci étant, le problème, c'est pour Washington, car comme vous l'indiquez, c'est un soutien avéré des forces kurdes syriennes organisées par le PYD, le Parti de l'Union démocratique, qui est par ailleurs l'expansion syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan. C'est bien pour cela que les autorités turques sont extrêmement préoccupées par cette situation. Donc elles ne sont pas contre les Kurdes en tant que tels, mais bien par des Kurdes qui sont organisés par un des ennemis d'Ankara ou présentés comme tels par les autorités turques. Mais par ailleurs, Washington soutient aussi Ankara. Donc c'est un grand écart que les diplomates américains vont être obligés de réaliser, mais ils ont l'habitude. Alors Nedim Gürsel en direct par duplex d'Ankara. On le voit ce soir, Jarablus aurait été reprise par ces rebelles syriens soutenus par Ankara selon des médias turcs. Donc jusque-là, l'offensive turque a l'air de bien fonctionner, réalise son objectif et pourtant on apprend que l'armée turque pourrait aller plus loin pour assurer ses intérêts stratégiques au-delà de Jarablus. Est-ce que Ankara peut combattre à la fois l'organisation de l'État islamique et les Kurdes syriens qui les combattent sur le sol syrien et s'en sortir? Écoutez, je voudrais d'abord dire que je suis à Istanbul. Excusez-moi, vous êtes à Istanbul. Bien aimé. À Istanbul, pardon, voilà. Excusez-nous. En direct d'Istanbul. Peu importe, mais en tant qu'écrivain, je suis très attaché à la ville d'Istanbul, dont j'ai beaucoup parlé dans mes livres. Alors, en ce qui concerne la situation actuelle, je suis très inquiet, car enfin, la Turquie est impliquée militairement dans le bourbier syrien. Elle a deux adversaires sur le terrain, d'un côté le Daesh et de l'autre le YPD. Qu'il y a eu récemment un rapprochement avec la Russie, qui est, comme vous savez, l'allié de Assad, du régime syrien. La situation me paraît très compliquée, très confuse et très inquiétante, pour ne pas dire désastreuse. Voilà mon sentiment. Alors justement, Selçuk Demir, on a entendu le chef des Syriens kurdes s'exprimer, prévenir Ankara en disant « Attention, vous mettez le pied dans le bourbier syrien », justement pour reprendre l'expression qu'on vient d'entendre, vous risquez une défaite. Alors moi, cette attaque me semble essentielle dans le cadre de la lutte de la coalition internationale contre Daesh. C'est la première fois que sur le plan terrestre, la Turquie intervient de façon aussi forte. Et alors même qu'on reproche depuis un certain temps à la Turquie de ne pas agir contre Daesh comme on l'a fait à Kobané, alors qu'elle le fait maintenant de façon extrêmement claire, on lui reprocherait d'y aller. Je pense qu'il ne faut pas avoir dans ce cas-là un double discours. La Turquie fait tout pour lutter contre le terrorisme fondamentaliste islamiste qui est représenté par Daesh. Et cette action terrestre montre bien la continuité de la politique turque envers Daesh, à savoir celle d'une volonté de détruire ce groupe qui est une véritable obstacle à la stabilité de la région et à la sécurité du territoire turc. Didier Billon, c'est vrai qu'on aura reproché tout et son contraire à Ankara ces dernières années. Oui, enfin pour l'instant, nul ne reproche, sauf les Kurdes de Syrie, certes. Et Damas. Évidemment. Mais Damas, du strict point de vue du droit international, est bien fondé à dire qu'il y a une agression contre son territoire, si on en reste évidemment dans le seul cadre limité du droit international. Bon. Mais là, pour l'instant, non, nul ne reproche cette intervention de la Turquie, d'autant que si pendant des mois, effectivement, il y a eu ce que j'appelle, moi, des formes de complaisance de la part des autorités turques à l'égard de Daesh, cette séquence est désormais derrière nous. Moi, je considère que depuis le début de l'année 2015, incontestablement, Ankara a décidé d'engager un combat frontal contre l'État islamique. Et puis, cette résolution a été renforcée par la multitude d'attentats qui se sont succédés en Turquie. Rappelons quand même que depuis le mois de juillet 2015, la Turquie a été frappée à 9 reprises par des attentats. 9 reprises. Alors certains sont revendiqués par des organisations satellites du PKK, d'autres qui n'ont d'ailleurs jamais été revendiqués, mais sont attribués, on ne risque pas de se tromper probablement, à l'État islamique. Et ces raisons ont renforcé la volonté d'Ankara d'en terminer, d'en découdre avec l'État islamique. Et ce qui est intéressant, c'est que
désormais Ankara, les Turcs, les autorités turques font partie intégrante de façon opérationnelle et de façon terrestre de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Mais on voit aussi que sur les relations avec la Russie, il y a un rapprochement. Bon, il y a eu une crise durant quelques mois. J'étais de ceux qui considéraient que cette crise, elle serait vite surmontée. Eh bien, on en a maintenant la preuve. M. Erdogan s'est rendu à Saint-Pétersbourg au mois d'août dernier. Il a rencontré M. Poutine. Et probablement, cela explique aussi l'inflexion de la politique de la Turquie à l'égard de la Syrie. Désormais, même M. Erdogan a évoqué peut-être la nécessité de reprendre langue avec la Syrie. Mais quand il dit la Syrie, c'est Damas. C'est le régime. C'est le pouvoir, oui, autour de Bachar al-Assad. Ça, c'est quand même une sacrée évolution. Et je pense que les relations avec Moscou, même si aujourd'hui la Turquie et la Russie ne sont quand même pas sur la même position, il y a quand même une inflexion incontestable. Et probablement, pour terminer, en échange, M. Erdogan a dû demander à M. Poutine de, non pas supprimer, mais de réduire son soutien aux forces kurdes de Syrie. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est un jeu infiniment emboîté, très complexe, mais dans lequel on peut quand même retrouver des lignes de logique. Une situation très complexe, David Rigolet-Rose, pour revenir donc à cet aspect-là. Le combat contre l'organisation de l'État islamique, tout le monde est à peu près d'accord. Le combat, peut-être plus important encore, contre les forces syriennes kurdes qui, après tout, réussissent sur le terrain. C'est bien ce qui inquiète. Ankara veulent maintenant transformer ces avancées militaires en une espèce de zone fédérale, pas tout à fait autonome, fédérale. On en est au mot fédéral pour l'instant. Ça, Ankara ne peut pas supporter que ça se passe. Non, mais je crois que probablement la clé, d'une certaine manière, de tous les changements apparents de la posture turque, c'est la variable kurde, justement. Quand on a parlé de complaisance, vous évoquiez la complaisance supposée qu'on pouvait attribuer à Ankara pendant plusieurs années depuis le début du conflit. Elle peut se poser parce que, effectivement, le fait de laisser s'enquister l'État islamique, c'était aussi un moyen d'empêcher une affirmation des Kurdes. Le problème, c'est que la chose a évolué sur le terrain. Aujourd'hui, il y a un consensus sur l'État islamique et donc les Turcs ne peuvent plus se permettre de laisser l'État islamique là, en lieu où il se trouvait, parce que finalement l'État islamique ne sert plus les intérêts kurdes, a fortiori quand on voit la progression effectivement des FDS, des forces démocratiques syriennes, dont le noyau dur est justement constitué de Kurdes. Et là, ça pose le problème majeur pour Ankara, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de choix, d'où l'idée de remplacer cette portion de territoire par des rebelles labellisés, modérés entre guillemets. Après, il y aurait beaucoup à dire, mais en tout cas, c'est substituer de nouveaux rebelles labellisés à ce réduit de l'État islamique qui ne peut plus être accepté par personne. Donc, de ce point de vue-là, on est dans une logique déjà de l'après-Daesh. Et s'affirme de manière absolument centrale la question kurde, bien sûr. Alors, cette question kurde, elle doit être analysée aussi au gré de la complexité du monde kurde. Le monde kurde n'est pas un bloc monolithique, et la politique d'Ankara vis-à-vis de l'État islamique et vis-à-vis des Kurdes ne peut pas être analysée sous le seul prisme des rapports avec le PKK. Par exemple, la Turquie a prêté main forte militairement aux Peshmerga d'Irak du Nord, de Massoud Barzani, qui eux-mêmes étaient engagés sur le terrain contre l'État islamique. Donc on ne peut pas limiter l'analyse des rapports entre la Turquie et les Kurdes au seul prisme du PKK. Il y a d'autres forces kurdes qui sont opposées au PKK dans la Syrie du Nord, et le monde kurde là-bas n'est pas monolithique. Le danger, Nedim Gürsel, c'est bien entendu que cette offensive turque de l'autre côté de la frontière puisse envenimer encore la situation à l'intérieur de la Turquie, accroître l'instabilité et rendre les actions du PKK à l'intérieur du pays toujours plus violentes. Écoutez, il y a déjà un affrontement armé entre le PKK et les forces de l'ordre. Il y a beaucoup de morts des deux côtés. Aujourd'hui, il y a eu déjà 5 morts, je crois, du côté des forces de l'ordre. Donc la situation est très inquiétante, mais je voudrais tout de même évoquer quelque chose par rapport au problème kurde. Le journal Özgür Gündem a été fermé par le gouvernement. Les journalistes sont arrêtés, ainsi que la romancière Aslı Erdoğan qui est en prison pour avoir écrit seulement des chroniques. On l'accuse d'avoir des liens avec le PKK, etc., ce qui est absurde. Je la connais personnellement, elle est traduite en français
et elle mérite mieux que la prison. On y reviendra justement dans la deuxième partie du débat de cette dérive autoritaire dont est accusé Recep Tayyip Erdogan dans le contexte de ces actions, ces guerres contre les ennemis de l'État turc. On y reviendra dans la deuxième partie de notre débat ce soir. Une petite pause et on se retrouve dans quelques instants.